Il est 8h10. Nous sommes en plein cœur de la Méditerranée, au large des côtes de la Crète. À bord du porte-avions Charles de Gaulle, un étrange ballet se met en place. Sur le pont d'envol, l'activité s'est intensifiée depuis 2 heures déjà. En haut de la passerelle de navigation, le commandant du navire est concentré. Tous les marins sont à leur poste. Comme tous les jours ou presque, la matinée qu'ils vont vivre est cruciale. Allez, c'est parti. Sur le pont, une dizaine de Rafales marines sont stationnées. Le Rafale, c'est l'avion de chasse français qui a fait ses preuves au combat en Afghanistan, en Libye, au Mali, en Irak ou plus récemment en Syrie. Allez, messieurs, tout le monde s'équipe, on met les casques, lunettes, à poste. Là, concrètement, je fais le tour de chaque avion, je vérifie qu'il n'y ait pas d'objet qui traîne, qu'il n'y ait pas de flamme, pas de capot, pas de matos oublié par les techs. Là, par exemple, il y a un plan en cours, donc pas de démarrage pendant le plein. Voilà, je fais mon petit tour, je passe par chaque avion, je vérifie que tout est clair. Ce matin se déroule une importante session de vol. Au cœur du dispositif, Claude est le directeur du pont d'envol. Dans le jargon, on l'appelle le chien jaune. C'est le chef d'orchestre. Là, on se trouve sur la partie zone arrière du pont d'envol. C'est la partie où il y a le plus grand parking. C'est là où je peux spotter jusqu'à 11 rafales. Vous avez pu voir sur le pont d'envol des sécu, des directeurs chiens jaunes, des techniciens en vert, des patrons d'appareils en marron et des chefs de piste en blanc. Donc tout ce personnel-là font partie de la mise en œuvre d'un aéronef. Là, je vérifie que tout le monde soit bien équipé et que les saisines soient bien étendues. Quand tout me paraît clair, plus ou moins, là, je prends un peu de recul, je passe et je regarde un peu les démarrages. Ils passent correctement. Les réacteurs déchirent le silence du grand large. Le casque anti-bruit est obligatoire. Le son est assourdissant, jusqu'à 140 décibels, bien au-delà de ce que peut supporter l'oreille humaine. Sur la passerelle de navigation, tout est calculé. Chaque paramètre est fondamental. On est stable au cap là, Charlotte? Stable au cap. D'accord. Le vent, du coup, le vent vrai, là, t'as quoi? En vrai, il y a eu 227 nœuds. 227 nœuds, d'accord. Quand on démarre un avion, il y a toute une procédure, une signalétique bien précise, référencée dans des textes. On ne démarre pas un avion comme on démarre une voiture, quoi. Le bruit empêche toute communication orale. Se met alors en place un nouveau langage. Une centaine de signes, compris par les pilotes et les personnels du pont d'envol. Les avions sont dessaisinés, c'est-à-dire libérés des chaînes qui les attachent au sol. Là, moi, mon rôle, c'est d'envoyer les avions vers les différentes catapultes. La catapulte latérale, la catapulte avant. J'essaye de donner la cadence. Il faut que le rythme soit fluide, qu'il n'y ait pas de temps d'arrêt, pour que le catapultage se fasse dans les meilleurs délais et en sécurité. Faire décoller un avion depuis ce pont est une prouesse technologique hors du commun. Sur un aéroport civil, la piste, elle fait plusieurs milliers de mètres de long. Ici, sur le porte-avions, le bateau fait 260 mètres de long. Pour un avion qui pèse plus de 20 tonnes, l'enjeu, c'est de voler en 75 mètres. Et donc, pour voler en 75 mètres, on va commencer par mettre un peu de vent sous les ailes à l'arrêt, pour donner une portance déjà à l'avion. On va accrocher à une barre de catapultage, qui est une barre très résistante, qui se trouve sur le train avant de l'avion. On accroche une autre barre derrière, qui va permettre de retenir l'avion. On va lui demander de mettre plein gaz. Ça permet de voir aussi le niveau de confiance qu'il a besoin d'avoir dans l'ensemble de l'équipe. Tu mets plein gaz et tu touches à rien. Il salue, il met la main sur le tableau de bord pour montrer qu'il ne touche plus à rien. Et ensuite, il attend le coup de pied dans le derrière, en fait, qui viendra de la catapulte au moment où l'officier de lancement aura baissé son drapeau vert. La catapulte permet à cet avion de 20 tonnes d'atteindre 250 km/h en 2 secondes. C'est un travail d'équipe qui permet finalement aux pilotes d'avoir la certitude de pouvoir voler au bout de 75 mètres, ce qui est un exploit, je
ce qui nous fascine tous les jours. Un exploit réédité plusieurs fois ce matin-là. 11 rafales vont décoller en moins de 5 minutes. Voilà, donc là vous venez de voir un bon poste de catapultage. Jamais je pense vous l'aurez vu aussi près. C'est un kiff. Il y a un cocktail d'excitation, d'adrénaline, de stress. Mais c'est bon, c'est bon. Quand on se retrouve tout seul là dans les brins à plus ou moins faire le maestro, à donner la cadence du catapultage, c'est un kiff. C'est un kiff. La première fois que je suis venu sur le pont, je me suis dit waouh, ça va vite, il y a du bruit, putain, faut que je gère. Va falloir que j'assure. Mais la première fois, ouais, j'avais comme on dit chez nous, je les avais petites quoi. Mais bon, il fallait faire le taf et de fil en aiguille, on prend de l'assurance et après c'est un régal. Hein. Depuis 19 ans, 23 tours du monde et plus de 40 000 catapultages d'avions de combat, le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval ont été engagés dans la plupart des conflits internationaux auxquels la France a participé. Mis en service actif en 2001, le navire a été rénové en 2018 pour faire face aux menaces futures et abrite tous les équipements nécessaires au combat moderne. En mer, le porte-avions n'est jamais seul. Son escorte est composée de 3 frégates, un ravitailleur, un sous-marin nucléaire d'attaque et environ 2000 femmes et hommes assurent son autonomie. Tout le monde est sous les ordres du Pacha, le commandant du Charles de Gaulle. À bord, sa responsabilité est immense. Sur ce bateau, vous avez 2 centrales nucléaires, vous avez un dépôt de carburant, un dépôt de munitions, vous avez un atelier aéronautique, un aéroport, des armes pour se défendre. Donc vous mettez tout ça dans une ville de 2000 personnes dans 260 mètres de long. Vous avez un certain nombre de risques à gérer et de coactivité organisée. Et donc là aussi, ça fait partie de ma mission. 261 mètres de long pour plus de 42 000 tonnes, soit 4 fois le poids de la Tour Eiffel, le porte-avions Charles de Gaulle est le plus imposant navire de guerre français. Trois mois de mission, notamment aux côtés des Américains et de l'un de leurs porte-avions géants, le USS Dwight D. Eisenhower, et de leur mythique avion de chasse, les F-18. Faire monter des F-18 sur le porte-avions, ouais, ça c'est une fierté. Et expliquer ça à la famille, c'est pas toujours évident. Dans les entrailles du monstre d'acier, le plus grand restaurant de la marine française. Chaque jour, ce sont 600 kg de viande et 800 kg de féculents et légumes qui sont préparés. 3600 repas à jour, sans compter les petits déjeuners, 1800 petits déjeuners et les casse-croûtes. Donc c'est assez conséquent. Le porte-avions, c'est un petit bout de France. Alors ici aussi, la baguette de pain, c'est bon pour le moral des troupes. Sur une mission de 4 mois, on est à peu près à 240 000 baguettes pour une mission. Dans le hangar, on travaille jour et nuit à l'entretien des avions. Une immense responsabilité pour des jeunes techniciens. Parce que j'ai bien fait mon travail, c'est 5 vies humaines et franchement, je pense que j'arriverais pas à me regarder dans la glace si jamais il arrivait quelque chose. La mission Foch, c'est 12 semaines en mer, dont 8 au large de la Syrie. Le rôle du porte-avions et de son escorte, renforcer la coalition internationale anti-Daesh et sécuriser la région. L'armement du local bar tribord à son poste, la demi-bordée alpha est en quart. Bien pris sécu. Le second maître Mathilde est marin-pompier de la flotte. C'est ici, au PC Sécurité, que la moindre anomalie détectée est signalée. C'est une grosse responsabilité pour cette jeune femme de 22 ans qui assure sa première mission à bord du Charles de Gaulle. Ici, 15% des marins embarqués sont des femmes. Bonjour. Alors, on a eu un mouvement de munitions, mais c'est terminé. Il y a eu des essais détecteurs voie d'eau, c'est terminé, parce qu'il y a eu une température qui a augmenté, mais c'est terminé depuis 16h30. parfait. Il est à 81. Je vois qu'on avance. Ouais. Chaque événement, même le plus anodin, est répertorié, analysé, traité et classé. Ici, la sécurité est une question de vie ou de mort. Alarme sécurité.
Je vois de la fumée qui se dégage de Oscar 0112, le carré officier subalterne. Et aujourd'hui, Mathilde va être confrontée au pire. Vous avez pu agir ou pas? Non, parce qu'il y a trop de fumée. Des personnes ont répondu ou... Non, j'ai appelé, mais il n'y avait personne dans le local. Ok, très bien. Merci. De PC Sécurité, alarme incendie en Oscar 0112, carré officier subalterne. De PC Sécurité, alarme incendie en Oscar 0112, carré officier subalterne. Le PZ d'intervention et le PZ arrière. Évacuation de la zone avec le masque A3P en récupérant le matériel de la zone sinistrée. Fermeture des portes et panneaux étanches au pont 02. En suivant une procédure très stricte, Mathilde guide les hommes sur la marche à suivre. 2 hommes sont à terre, dont l'un est sérieusement blessé au bras. Une fumée dense s'échappe d'un local après une explosion. 2 blessés vers toi, les 2 personnes sont conscientes. Saïd, adjoint feu. Adjoint feu, j'écoute. Demande autorisation de déclencher l'arrosage du local. Non, je suis affirmatif. Saïd, adjoint feu, il y a un arrosage. Si tu peux, tu le déclenches. Mathilde a rejoint l'équipe qui va lutter contre l'incendie. Là, il y a une alarme. Du coup, je dois vite m'équiper. Donc là, je mets ma tise, tenue d'intervention sécurité, afin d'être protégée contre le sinistre. Là, je vais prendre un triplaire, que je puisse respirer. On y go. Allez, mon premier binôme. Oui. Feu en Oscar 0418. Reçu? Reçu. Tout ingrédient, donc beaucoup de matière inflammable. Moi, je suis ici, porte étanche, elle est ici. Le bateau est chargé de combustible, d'armement et d'une chaufferie nucléaire. Le feu est le premier ennemi du porte-avions. Premier surbo, il y a la vanne de déclenchement d'arrosage flic du local. La CI n'a pas pu la mettre en route, vous la déclenchez si besoin. Ah, du monde pour les aider à s'équiper là! Pour Mathilde, c'est un vrai baptême du feu. Vous avez déclenché l'arrosage? Non, pas réussi. La vanne est bloquée, donc vous avez entendu? La vanne est bloquée, l'arrosage on laisse tomber. Le porte-avions est équipé de 1000 détecteurs d'incendie de haute technologie, associés à différents systèmes d'extinction selon les zones. Force coupée, autorisation d'intervention! Et protège, veut du mou! Du mou sur l'attaque! L'objectif est clair, ne pas laisser dégénérer ce qui semble encore n'être qu'un incident en sinistre majeur. Allez, du mou! Fais répartir tes gars là, par ici! Allez! Avant de rentrer dans le local, on aperçoit déjà de la fumée. Par talkie-walkie, des informations précises vont être données à Mathilde et aux hommes qui vont rentrer dans le local. En entrant à droite, on a des produits inflammables et explosifs. Faites attention, il y a des produits explosifs dans la première alvéole. On va rentrer dans le local. Reçu, vous pénétrez dans le local. Ok, on y va? Ah, tu vois un peu de CIT Ok, on continue. Ah oui. En droite. En droite. Avancez vers Ambiance surréaliste, digne d'un film de science-fiction. Nous sommes dans le local, vous à gauche. Ok, fais un pointage laser. Ok, sélection de température pour le pointeur. 18 degrés. Ok, le foyer est à 130 degrés. Début d'attaque, début d'attaque. Reçu, début d'attaque. Début d'attaque. On reprend sur l'attaque! Pourtant, tout ceci n'est qu'un exercice. En entrant à droite, on a des produits inflammables et explosifs. Ici, on se prépare tous les jours au pire. Avancez de 1, reprise de l'attaque. On s'entraîne comme on combat et on combat comme on s'entraîne. Donc c'est en faisant des entraînements répétitifs et réguliers. Ça va permettre aux gens, quand le jour J arrive, d'avoir les automatismes pour intervenir le plus rapidement possible. Parce que sur un bateau, on ne peut compter que sur nous-mêmes. On ne peut pas appeler les pompiers, c'est nous les pompiers d'ailleurs, on ne peut pas appeler les pompiers, on compte que sur nous-mêmes. Voici donc la machine à fumer. Mais pour Mathilde et les siens, aucune différence entre la fiction et la réalité. Ok, beaucoup de fumée, on a un retour de fumée dans la coursive. Si la situation se dégrade, vous vous mettez en repli. Quand on vous prépare une relève. On a des explosions dans le local, le GA recule jusqu'à l'entrée du local. Paris.
Nous sommes à l'extérieur du local. Fin de l'exercice. 2 heures de très haute tension. L'entraînement de cet après-midi n'a mobilisé qu'une trentaine de marins sur les 1800 du Charles de Gaulle. Hors période d'opération, les exercices d'ampleur peuvent mobiliser jusqu'à 650 personnes. C'est maintenant l'heure du débrief. Oui, j'ai fait une investigation et il n'y avait rien, il n'y avait pas d'autres points chauds. Enfin, Il n'y avait personne à l'intérieur du local? j'ai vu personne moi en tout cas. Transmets. Travailler encore et encore, répéter les gestes pour les maîtriser au mieux. Merci. Mathilde est satisfaite, mais épuisée. Il est l'heure pour elle de prendre un peu de repos bien mérité. Direction sa cabine. Pour la rejoindre, il faut encore traverser des kilomètres de coursives. Avec ses 18 ponts, le bateau est un véritable labyrinthe. Alors là, je vais prendre des cartes postales que j'ai achetées à la dernière escale pour envoyer à ma famille, comme ça au moins ça leur fera un petit souvenir et puis ça leur fera un petit mot. Alors j'ai mis plusieurs photos donc, de ma famille, surtout de ma sœur et de ma mère, donc par exemple là, où on est toutes les trois. Il y a aussi beaucoup mon chien parce que j'y tiens beaucoup. Ma famille, quand on était à Noël tous ensemble, à mon anniversaire, ça donne un peu de baume au cœur. La mission Foch, c'est 3 mois en mer. C'est long sans la famille. Bonjour. Ça serait pour envoyer du courrier. T'as de l'espèce? Ouais, j'ai de l'espèce. Il faut un timbre, je suppose? Oui, si possible. 48 heures après le dépôt en agence postale, ça arrivera. D'accord, très bien. Merci. Merci à toi. Bonne journée. Merci, vous aussi. Alors, une petite lettre à maman, ça fait toujours du bien pour raconter cette vie hors du commun. Plus haut, les avions sifflent toujours dans le ciel de la Méditerranée. Ce Rafale ne va pas tarder à apponter. C'est une opération extrêmement complexe, durant laquelle les pilotes doivent atterrir en visant l'équivalent d'un cours de tennis. Top! Reculez! Top! Ici! Là! Juste en dessous du pont d'envol, dans le fracas assourdissant des appontages, un groupe d'une quinzaine de marins s'entraîne. On appelle ça le tior. C'est le sport de combat des armées. Allez, libre! 1, 2, 3. Encore! Allez! Aux manettes, le second maître Fred. Il est fusilier marin. Sa spécialité, le combat rapproché. C'est sa première mission sur le porte-avions et il la prend très à cœur. Et là, la difficulté, en gros, c'est qu'il y a des spécialités de partout. On doit s'adapter aux personnes, à la mentalité des gens. Il y a beaucoup de facteurs qu'on doit prendre en compte. Puisque là, ça vient de partout. En fait, sur le porte-avions, c'est ça qui est bien. C'est qu'on travaille avec beaucoup de spécialités. C'est un peu la difficulté pour moi. Quand je vais frapper avec le bâton, vous visez le bout de la pointe. Bam! Un coup sec. Il faut que, dès le premier coup, il n'ait pas envie de revenir. D'accord? Il faut que ça claque. Couteau! Voilà, là, recule, recule, allez, recule! Ouais, c'est bien. Ici, les marins doivent apprendre à neutraliser des adversaires avec des moyens adaptés à la situation. Ça peut arriver, un individu armé ou quoi que ce soit, donc on les forme à comment réagir, comment utiliser le matériel qu'ils ont, si jamais il se passe quelque chose. Allez, là, tape! Tape! Ne viens pas dessus, ne viens pas, tape! Recule! Recule! Encore! Maîtrise de soi et coordination sont indispensables. Toutes les professions du porte-avions sont soumises à cet entraînement. De travailler avec des gens qui n'ont pas l'habitude, c'est pas que c'est compliqué, on est obligé encore d'être plus là derrière eux pour qu'ils se sentent à l'aise et que le jour J, ça va être un peu compliqué pour eux. C'est pour ça qu'on donne ces formations. Bien. Là, tu vois ça, voilà, tu cries, n'avance pas, n'avance pas, n'avance pas. Pour des jeunes qui viennent d'arriver et qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler dans ces conditions, j'étais étonné. Ouais, c'est bien. Au-dessus de leur tête, le balai des rafales est incessant. C'est impressionnant pour nous de travailler ici et d'avoir tous ces bruits qu'on entend.
Sur le pont, tout le monde est en alerte. Tous les avions qui sont partis ce matin rentrent au bercail. Le commandant et l'officier d'appontage supervisent les opérations depuis le poste de commandement. Claude a de nouveau enfilé son costume de chien jaune. Donc là, on va pas tarder à passer au poste d'appontage. On va tous se placer différemment, parer à réceptionner X rafales. Pour le pilote, le spectacle est grandiose, mais le danger plane à chaque instant. L'enjeu, c'est de venir se poser sur un bateau qui bouge. La technique de pilotage est assez différente de celle qu'on connaît sur un terrain civil, puisque l'avion vient impacter le pont dans une zone qui fait à peu près 47 mètres de long, avec sa crosse pour attraper un des brins d'arrêt et s'arrêter sur environ 90 mètres. Les appontages sont imminents. Pour Claude, les choses sérieuses vont commencer. Un dernier passage en guise de repérage. Milice sur poste d'appontage, il y a un crash. Un avion qui apponte trop fort, ça peut aller très vite. Hein. Le train qui déraille, un feu, une explosion, ça peut aller très vite. Et bon, on est formé pour réagir assez rapidement, mais ça peut surprendre. Un dernier virage serré, une approche très courte. Le pilote se met dans l'axe. Allez, ça arrive. Allez, va. Allez, ça arrive. Pour avoir une chance de redécoller si le brin d'arrêt casse, les pilotes doivent apponter plein gaz. L'avion va passer de 220 à 0 km/h en quelques dizaines de mètres. La personne qui parle au pilote finalement à la fin, dans les 10 dernières secondes, c'est l'officier d'appontage. C'est des pilotes qui sont extrêmement expérimentés, qui utilisent principalement leurs yeux et leur expérience et qui donnent des ordres aux pilotes pendant les 10 à 20 dernières secondes pour les ramener à bord. À partir de là, les appontages vont s'enchaîner à un rythme fou. C'est toujours la même sensation. On se sent excité, il y a de l'adrénaline. C'est un bonheur. Ranger des avions au moteur, c'est ce qu'il y a de plus kiffant chez un directeur. Là, on le sent qu'on le guide, on a l'impression qu'on maîtrise quelque chose, c'est bon. À peine un appareil a-t-il relâché le brin qu'un autre est déjà en approche. Il faut dégager immédiatement le pont d'envol. Le deuxième Rafale se présente déjà. Là, on vient de ranger le premier avion. Là, on l'a rangé façon Une fois encore, le bruit est assourdissant. Allez, c'est parti pour le deuxième. Contrairement à ce qui est pratiqué sur un aéroport, l'avion qui veut apponter poursuit son approche même si la piste est occupée. Il annulera au tout dernier moment en redécollant si le précédent n'a pas dégagé la piste à temps. Un système qui permet de récupérer une pontée, c'est-à-dire un groupe d'appareils en quelques minutes seulement, mais qui implique des manœuvres beaucoup plus risquées. Au total, pas moins de 11 Rafales vont apponter ce soir, sans aucun incident. À chaque poste, une maîtrise absolue du risque. Pour Claude, une réussite totale. Quelques derniers gestes au pilote et la pression peut enfin retomber. Je t'ai fait un parking chaud télé. Ok? Allez, man. Pour Claude, la journée est terminée. Au total, ils sont 7 chiens jaunes à remplir cette fonction de directeur de pont d'envol sur le porte-avions. Ses collègues vont prendre le relais. Les appontages ne sont pas terminés. Allez, va, zou. Pour nous, c'est fini.
Une mer calme, un horizon dégagé depuis la passerelle de navigation, le porte-avions s'éveille après une nuit calme. Ce matin, le Charles de Gaulle a un rendez-vous de la plus haute importance avec un navire ravitailleur. C'est à la fois un supermarché et une station-service ambulante. Il assure la livraison en combustible, en vivres, en pièces détachées, en eau et en carburant pour les avions. Les hommes sont concentrés. Le ravitaillement en mer est une manœuvre particulièrement spectaculaire et risquée. Donc je sifflerai un coup pour les prévenir. Préparez-vous à recevoir mon lance-amarre. Une fois ils cachent leur personnel, une fois qu'ils sont cachés, ils siffleront 2 coups pour me dire mon personnel est à l'abri, nous sommes prêts à recevoir votre lance-amarre. Tu tires par là, et entre le mât là et la grue. Donc semi-tendu, après là ça va, on est plus haut qu'eux. Donc en général ça va, ça marche. Avant de commencer les transferts, les dernières recommandations d'usage. Le porte-avions doit récupérer de la nourriture et des armes, mais en échange, il va se délester de quelques caisses aussi. Une vingtaine de transferts tout au plus. Un transfert in et une quinzaine de transferts out. Des déchets, du courrier, des déchets industriels. Donc on fait ça en sécurité. Je ne veux pas voir de gens se précipiter, on est largement dans les délais. Donc du coup, tranquille, pas de prise de risque. Le lance-amarre va permettre de créer un premier lien entre les deux bateaux. L'objectif est de tendre des câbles entre les deux navires. Des câbles qui devront supporter de très lourdes charges. Donc là, ils mettent en place leur première charge, donc la première charge in qu'on va récupérer. Donc là, ils vont faire monter leur chariot et puis ils vont nous envoyer la charge. Cette organisation complexe permet aux unités de combat de rester sur les zones d'opération sans avoir à rentrer au port. C'est totalement indispensable en temps de guerre. Les premières palettes sont transférées. On a une ligne de distance en fait établie. C'est que ça nous permet de contrôler la distance entre les deux bâtiments. On essaie de faire en sorte de ne pas être trop près ou trop loin. Au pire des cas, une collision et amener peut-être du personnel à tomber à la mer, etc. Le ravitaillement va durer 2 heures. 2 heures qui nécessitent un réglage parfait entre les deux bateaux. Vitesse et route identiques. Allez, dès qu'on peut, on récupère. Allez, baisse ton chariot. C'est que du matériel logistique. Et ensuite, nous, on envoie nos déchets et d'autres matériels logistiques. Ce qui peut se passer, c'est que la charge lâche, etc. C'est pour ça qu'on contrôle bien à chaque fois que les crocs soient bien fermés et qu'on ait bien mis les sangles en place pour éviter justement le pire cas, que la charge tombe sur un personnel ou que la charge tombe à l'eau et qu'après on ne puisse pas la récupérer. Début de transfert. Le pont devient alors un immense magasin à ciel ouvert où l'on trouve des armes, mais aussi des conserves, des fruits et légumes frais. Et des centaines de lettres et de colis très importants pour le moral des troupes. Ça permet d'avoir des nouvelles de la famille si on ne peut pas forcément les appeler, d'avoir des petites confiseries, etc. Ça nous permet de tenir un peu mieux la mer, on va dire. Depuis le pont inférieur, la manœuvre est encore plus impressionnante. La frégate de défense aérienne Chevalier Paul est même venue se mêler à ce balai millimétré. C'est elle qui assure la sécurité du porte-avions et du ravitailleur pendant cette opération, durant laquelle les navires sont vulnérables. D'autant que n'a pas encore débuté le clou du spectacle. Le ravitaillement, c'est avant tout le carburant, celui qui fait voler les avions. De lourdes manches sont passées de bord à bord. Le porte-avions, propulsé par 2 chaudières nucléaires, n'a que faire du gasoil. En revanche, il pompe goulûment le kérosène à raison de 200 litres par seconde, destiné à regarnir les soutes dédiées aux avions. 8500 tonnes de carburant vont ainsi transiter de cuve à cuve.
La Manche arrive dans son logement. L'opération va durer 1 heure. D'autant qu'elle va être suspendue le temps du chargement de plusieurs caisses un peu particulières. Donc là, on va commencer sur une manœuvre délicate parce que c'est du matériel de rafale, l'armement, etc. Descends ton chariot. Il y a un rame liquide qui est en cours. On fera stopper le rame liquide pour pouvoir faire le transfert de munitions ou d'armement. Ok, tiens bon. Le ravitaillement touche à sa fin. Sur le pont, des caisses d'armes sont posées à côté du linge propre et des tomates fraîches. Les transpalettes entrent en œuvre. Tout va être minutieusement stocké dans les entrailles du Charles de Gaulle. 120 palettes de vivres sont amenées environ tous les 10 jours pour nourrir les 1800 femmes et hommes d'équipage. Dans les soutes, c'est l'heure de pointe. Le navire peut embarquer jusqu'à 300 tonnes de vivres pour une autonomie de 45 jours en mer. Ici, 2 consignes, ordre et rangement. Là, ça, ils n'en ont pas besoin. Ça, nous, on n'en a pas besoin. Ici, chaque centimètre compte. On n'a pas des lieux de stockage très grands. Donc, il faut un maximum optimiser la place, optimiser toutes les échelles, toutes les grilles, tous les plaques. On ne peut pas pousser les murs. L'équipe restauration du porte-avions Charles de Gaulle est constituée de 70 personnes réparties dans 2 cuisines pour près de 3500 repas préparés quotidiennement. Il y avait 90 kg de mozza, ils nous en ont envoyé 16. Ouais, en fait, il n'y avait pas assez de mozza, du coup, ils nous ont balancé de la feta. Il nous reste 2 heures là pour finir. Parce qu'on va quand même dresser 500 entrées. Ouais. Comme on est le soir, on en dressera moins, on n'en dressera que 500. Donc on reçoit du produit frais assez régulièrement et là on a eu l'occasion d'avoir les tomates, donc on peut travailler des produits frais et éviter de passer du congelé ou des boîtes. Au total, avec les 2 cuisines, on passe à peu près 3 tonnes d'œufs par jour de marchandises pour alimenter les 2 cuisines. Effectivement, ça fait vraiment beaucoup d'aliments à traiter et à servir. Le quartier maître Ophélie est commis en cuisine. Elle doit s'adapter aux produits disponibles et tenter de satisfaire l'équipage. Attention, vous avez une échelle dans le frigo là. Et là, c'est les salades bar. On te met tout du premier au dernier à passer. C'est bon? Les concombres, il faut les rincer et ça, il faut voir si on peut les passer dans les salades bar. Là, ça va. Dans le Charles de Gaulle, on envoie 3600 repas à jour, sans compter les petits déjeuners, 1800 petits déjeuners et les casse-croûtes. Donc c'est assez conséquent. C'est un réapprentissage de la cuisine. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est surtout, souvent, ça a tendance à bouger pas mal quand même. Et en termes d'autres difficultés, c'est la gestion des stocks. En amont, on a les commis qui reçoivent la marchandise et qui vérifient constamment les dates. Quand ils ont une date qui arrive à terme, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous téléphonent. Écoutez, est-ce que vous pouvez passer ça? On se retrouve embêté, on n'a pas pu le passer dans les menus. Et nous, on fait avec. Comme je vous disais, 3600 repas, on peut passer de la marchandise. D'autant qu'Ophélie ne porte pas uniquement la toque. C'est la spécificité de la Marine nationale. Ici, chaque marin enfile plusieurs casquettes. Dans le civil, on a plus tendance à faire les choses plus doucement, on a plus de temps. Là, vraiment, il faut envoyer de 7h à 11h. Il faut que toutes les entrées sortent. On a une cadence et un rythme assez important, d'autant plus qu'on est sur un porte-avions. Donc, je ne suis pas que cuisinière, je suis et cuisinière, et pompier, et brancardier. Jérém, le pain de ce midi, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, j'arrive sur la fin. Ok, on va pouvoir envoyer. Une échelle dans le four. Du côté de la boulangerie, ça ne chôme pas non plus. Le rythme et la quantité de pain à produire chaque jour est soutenu. La baguette du matin, toujours d'excellente qualité, contribue au bon moral de l'équipage. On a une moyenne de 1200 à 1300 baguettes par nuit. Sur une mission de 4 mois, on est à peu près à 240 000 baguettes pour une mission. Les cuisines, et particulièrement la boulangerie, sont des postes essentiels du navire. Le porte-avions Charles de Gaulle est un petit bout de France. On ne badine pas avec la qualité gastronomique.
Nous, on essaye de partir qu'avec de la farine française. Donc en règle générale, on part là pour une mission, on prévoit 40 tonnes de farine pour toute la mission. On a très rarement de la farine étrangère parce qu'elle est de moins bonne qualité et souvent plus dure à travailler. Attention. La marine française a entamé sa mue environnementale, notamment en termes de traitement de déchets. Tout ce qui est organique est rejeté à la mer uniquement quand le bateau est à plus de 12 000 marins des côtes, en application des règles internationales. Ici, on est à l'UTD, ce qu'on appelle l'unité de traitement de déchets. C'est là où on stocke tous les déchets le temps des ravitaillements à la mer. Et là, on a le trou où on jette tout l'alimentaire. On nourrit les poissons. Et ce qui ne peut pas être traité à bord, métal, plastique, verre, est compacté, emballé et stocké. C'est un gain de place parce que on ouvre environ une centaine de boîtes par jour et une centaine de boîtes non compactées, en fait ça prend une place énorme et dans les soutes comme ça prend moins de place et ça permet d'avoir un gain de temps et un gain de place aussi du temps au niveau des corvées une fois qu'on arrive à quai. Ces détritus seront ensuite récupérés lors du prochain ravitaillement en mer. La vie à bord du porte-avions nucléaire est rythmée par les catapultages et les appontages. L'activité ne s'arrête jamais. Soudain, un monstre de 17 tonnes apparaît. C'est l'un des 2 Hawkeye dédiés au Charles de Gaulle. Le Hawkeye, c'est un avion radar de conception américaine dont le rôle est la surveillance aérienne. C'est en quelque sorte les yeux de la flotte française. Chaque machine vaut plus de 200 millions d'euros. Ce matin, il ne volera pas. Il est venu faire sa toilette. Les embruns et le sel de mer qu'ils contiennent sont le pire ennemi des avions. Donc, on va voir déjà bien dessaler tout ce qui est empennage, voilure, cellules. Et puis après, pour le reste, on va faire ça. Le second maître Cyril est technicien aéronautique. À 30 ans, c'est sa 2e mission à bord du porte-avions. On a un suivi régulier pour tout ce qui est corrosion. Ça, c'est vraiment important parce que c'est le plus gros souci en mer. Forcément, c'est le sel. Et voilà. Donc, c'est un travail préventif. 25 mètres d'envergure, 2 énormes turbines, des hélices de plus de 4 mètres de diamètre et un rotodôme qui abrite l'antenne du radar, lui conférant une silhouette à nul autre pareil. Pense à bien faire la nacelle, les gars, vu que c'est gras. Il y a un peu de sel partout. L'avion radar est le plus gros appareil embarqué sur le porte-avions. Il est aussi le plus lourd au catapultage et à l'appontage. C'est pour ça que le second maître Cyril aime le bichonner. Allez, vas-y, c'est parti. Là, du coup, on vient de lessiver l'avion et on vient le rincer à l'eau douce parce que forcément, sur le pont, il ramasse avec les embruns, le carburant qu'il y a sur le pont, tout ça, tous les produits corrosifs. On vient rincer tout ça comme une bonne douche. On fait ça régulièrement. Pour nous, c'est une activité qu'on maîtrise assez bien. Vous nous dites quand c'est bon, après on rince. Pendant ce temps-là, et à l'autre bout du navire, le second maître Fred, le fusilier marin, continue sa formation. Au FAMAS cette fois. Le FAMAS, c'est le fusil d'assaut de l'armée française. Donc, disposition de combat. Chargeur. Je charge. Commencer le feu. Je prends ma visée, j'efface la sûreté. Je tire. Bam, 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 bam. Pour le tir au FAMAS, la formation est fondamentale. Elle est fondée sur la répétition de gestes identiques qui garantissent l'acquisition d'un comportement formaté pour le combat. Avec un petit groupe de 3 personnes seulement, Fred va faire un exercice à balles réelles sur des cibles larguées dans la mer, pour ne prendre aucun risque. Le jour J, ça va pas être facile, il y aura du stress, ils ne seront pas vraiment à l'aise. C'est pour ça qu'on donne ces formations qui peuvent les aider si jamais le jour J il se passe quelque chose. En dépit de la puissance phénoménale de ces réacteurs, le Rafale et ses 20 tonnes est incapable de quitter seul le porte-avions. Pour comprendre comment il peut atteindre la vitesse de 250 km/h en 2 secondes, il faut descendre au poste de conduite nucléaire. Bien pris, PDM Navresse. À tous, PDM Navresse.
Ici, 12 femmes et hommes se relaient 24 heures sur 24. C'est le QG des 2 centrales nucléaires miniaturisées qui équipent le Charles de Gaulle et qui pourrait alimenter à elle seule une petite ville de 20 000 habitants. Électricité, production d'eau douce à raison de 250 tonnes par jour, mais aussi les catapultes des Rafales. Donc à tous rappel, en Open-Mavia, on a un avion en catapultage sur la catapulte avant. Reçu 90. Les catapultes du pont d'envol sont alimentées par de la vapeur d'eau générée à partir de l'énergie nucléaire. C'est ce qui leur donne cette puissance phénoménale. L'objectif de conduite ici au PCMEC, c'est d'assurer la bonne vitesse pour que l'avion ait la bonne vitesse de sortie en sortie catapulte. Et surtout être paré, si jamais le pilote venait à s'éjecter, ralentir pour justement éviter que le bâtiment passe sur l'avion ou sur le pilote qui vient de se catapulter. L'énergie nucléaire délivre 400 kg de vapeur d'eau à chaque catapultage et pour chaque avion. En permanence, on a du personnel qui est présent dans les PCMEC, donc 24 heures sur 24. Donc ce qui représente, on va dire, pour chaque PCMEC, une douzaine de personnes qui se relaient jour et nuit pour assurer la conduite du navire. Il faut dire que la puissance des moteurs du Charles de Gaulle est de 83 000 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre la vitesse maximale de 27 nœuds marins, soit 50 km/h, nécessaire pour assurer en toute sécurité des catapultages de Rafale. Un des gros avantages de l'énergie nucléaire, c'est surtout son autonomie. Il faut savoir que le porte-avions a utilisé son combustible pendant plus de 8 ans, a parcouru plus de 12 fois le tour de la Terre en propulsant le bâtiment à plus de 50 km/h. Et tout ça en ayant la capacité de catapulter les avions. Donc c'est une réelle prouesse dans le sens où il est capable d'organiser énormément d'énergie grâce à l'énergie nucléaire, et ceci sans rechargement, donc sans avoir besoin d'effectuer des ravitaillements. Les 2 petits réacteurs nucléaires du navire fonctionnent à peu près de la même façon qu'une centrale nucléaire civile, avec les mêmes règles de sécurité ultra rigoureuses. Le capitaine de corvette Martin est chef des chaufferies nucléaires. Il a 35 ans et c'est sa 2e mission à bord du porte-avions. Il est médicalement suivi de très près en raison de son environnement radioactif. J'ai, comme toute personne catégorisée, un suivi dosimétrique qui est réalisé par ces 2 appareils, là et là. Je vérifie donc la dose que j'ai reçue au cours de ce passage en ZSN. Il faut savoir qu'en tant que personne catégorisée, je suis suivi médicalement et je suis tenu à porter en permanence ces appareils-là, qui me permettent de suivre la dose que je vais recevoir. Martin travaille ici quotidiennement au plus près du réacteur nucléaire. C'est la zone la plus sensible du porte-avions. Et c'est à titre exceptionnel que notre caméra a pu s'en approcher. Actuellement, on se trouve à l'entrée du compartiment réacteur-échangeur. Donc c'est un endroit où on n'ira pas, c'est interdit d'accès quand le réacteur est en fonctionnement. Donc toutes les 4 heures, j'ai une personne qui vient dans ces locaux pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie et faire différents relevés de paramètres sur les installations, notamment de la chimie. Après des études à l'école des applications militaires de l'énergie atomique, Martin a vite rejoint le porte-avions, le Graal pour un atomicien. Mais il y a 1000 métiers ici, le dénominateur commun, la passion. Sous le pont d'envol, un hangar de 4000 m². Le hangar, c'est le poumon du porte-avions. Une usine aéronautique où s'affairent 300 techniciens jour et nuit pour préparer et entretenir les aéronefs. Ici, les appareils sont garés au millimètre. On retrouve le second maître Cyril, la tête enfouie dans l'aile d'un Hawkeye. J'interviens sur le jury strut. En fait, c'est un doigt qui vient se fixer en haut de la voilure du Hawkeye pour gagner effectivement un maximum de place dans le hangar parce que les avions prennent beaucoup de place, surtout celui-là. Donc l'idée qu'ils ont trouvée, c'est de rentrer les ailes. Et voilà, donc là je viens juste faire un contrôle, refaire mes graissages parce que ce matin l'avion a été nettoyé. Et forcément, quand on nettoie, on met de l'eau, on enlève les graissages, tous les anciens graissages, et on remet des graissages neufs pour repartir pour 14 jours. Voilà, ça fait partie d'un entretien. Grâce à des rotations de techniciens comme Cyril, 24 heures sur 24, plus de 95% des appareils sont en permanence prêts à voler. Hop, pas de fuite.
pas de corrosion. Impeccable, c'est bon pour ça. Ça demande de la concentration, on n'a pas le droit à l'erreur. Par exemple, là je suis avec ma lampe, je suis avec un chiffon. C'est tout de suite facile d'oublier un outil dans une trappe ou n'importe quoi. Ça peut être mes lunettes, ça peut être un gant, ça peut être une vis, un outil. Donc forcément, il faut être vigilant. On se dit qu'il y a 5 personnes dans l'avion qui nous font confiance. On a leur vie entre nos mains. Cyril a débuté dans la marine comme quartier-maître dans la restauration avant de se réorienter vers l'aéronautique. À 30 ans, c'est sa 2e mission sur le Charles de Gaulle. Et sa responsabilité est grande. Il en est conscient, la moindre erreur de sa part pourrait être fatale à l'équipage. Il inspecte chaque centimètre carré de l'avion. On a toujours une petite boule au ventre quand l'avion part, à se dire est-ce que j'ai pas oublié quelque chose, est-ce que j'ai bien fait mon travail. C'est 5 vies humaines et franchement, je pense que j'arriverais pas à me regarder dans la glace si jamais il arrivait quelque chose, quoi. Si le hangar est le centre névralgique du Charles de Gaulle, les marins en font un autre usage inattendu, celui-là. Sur une passerelle, nous retrouvons Claude, le chien jaune, en train de pédaler au-dessus d'un Rafale. Les moments où on se retrouve un peu seul, c'est pendant nos séances de sport, aux toilettes et à la douche, grosso modo. Donc ouais, ça fait du bien d'être un peu seul, de se retrouver, de se mettre sa musique, souffler, évacuer. Ça fait du bien. Un panorama hors du commun pour faire du sport. Et une façon de se défouler lors de ces 3 mois de mission, loin de sa famille. Quand je suis en mer, j'entretiens une relation à distance forcément, mais on essaie de s'appeler tous les jours. Moi j'ai 2 enfants, donc j'appelle chez moi assez souvent pour voir comment elles vont les petites et pour qu'elles comprennent un peu ce qui fait papa. La plus petite, elle n'a pas encore la notion du temps, donc on compte en dodo, quoi. On rate un peu les grands moments, des fois des anniversaires, ça peut être des Noëls ou la dent qui tombe, les petites choses banales. Donc ouais, des fois on culpabilise, mais bon voilà, ça fait partie du job. Quand on s'engage, on sait que c'est un sacrifice et qu'il faut passer par des moments comme ça. Une journée ordinaire se termine sur le Charles de Gaulle. Les derniers marins font encore quelques foulées. Le hangar, lui, ne s'arrêtera pas de tourner à plein régime. Demain, les avions et les hommes vont être mis à rude épreuve. Ce que vont vivre les 1800 marins aujourd'hui est rare et exceptionnel. Tout le porte-avions est mobilisé. La journée commence pourtant comme n'importe quelle autre. Sur le pont, des dizaines de marins forment une grande ligne et avancent à petits pas, de la proue vers la poupe. On appelle ça la cueillette. Objectif, traquer les objets et les déchets pour éviter qu'un avion ne soit endommagé. À l'horizon, un navire apparaît. Il se rapproche inexorablement. Même les marins les plus affûtés ne cachent pas leur curiosité. Tout le monde semble fasciné et surtout concentré. 333 mètres de long, soit 3 terrains de football et 86 000 tonnes à pleine charge. Voici le USS Dwight D. Eisenhower. Dans les marines du monde, il y a 2 marines qui mettent en œuvre ce type de porte-avions à brin d'arrêt et à catapulte, c'est la marine américaine et la marine française. Donc on a une espèce de terrain de rencontre assez exclusif et qu'on met en pratique quand on fait ces opérations à 2 porte-avions. Celui que les Américains surnomment Ike est l'un des 11 porte-avions géants de l'US Navy. C'est la partie visible d'un gros iceberg. Ce gros iceberg, c'est l'amitié qu'il y a entre la marine américaine et la marine française. S'il vient croiser en Méditerranée, c'est notamment pour un exercice grandeur nature avec les forces françaises. La France est l'un des plus anciens alliés des États-Unis. Un lien fort pendant les 2 guerres mondiales qui ne s'est jamais démenti. Aujourd'hui, les 2 marines vont tester leur capacité commune avec un exercice hors du commun appelé le cross-deck.
Comprenez échange de pont, avec simulation de combat dans le ciel. Nos avions ont commencé crescendo, donc un avion contre un avion, puis on est monté jusqu'à 4 avions contre 4 avions en combat aérien. Avec des groupes qui étaient hybrides, c'est-à-dire qu'il y avait 2 avions américains, 2 avions français contre 2 avions américains, 2 avions français. Mais le plus complexe et surtout le plus dangereux reste à venir. Un F-18 américain survole le Charles de Gaulle avec pour objectif d'apponter sur le navire français. Premier essai. Raté. Le pilote n'a pas pu accrocher le brin d'arrêt et reste plein gaz pour ne pas se cracher. Le porte-avions français fait 60 mètres de moins que son homologue américain. C'est un véritable défi. Deuxième essai. Réussi celui-là. Claude, le chien jaune, entre alors en action pour garer le F-18. C'est un succès total. La dernière fois qu'un avion américain s'est posé sur le Charles de Gaulle, c'était en 2014. Si vous voulez, il faut imaginer le porte-avions comme une société qui voit arriver un nouvel objet et qui a donc les yeux de l'émerveillement du nouvel objet. Et puis, au fond de tout ça, c'est la très grande amitié qu'il y a entre le peuple américain et le peuple français. La tradition veut que les pilotes s'échangent leurs écussons avant de regagner leurs appareils, puis leur base. Il faut maintenant redécoller. C'est un challenge pour l'US Navy d'apponter et de catapulter ses avions sur le Charles de Gaulle aux dimensions plus réduites que ses homologues américains. Le danger est réel, mais maîtrisé. Avant toute chose, c'est un signe de confiance mutuelle. Le pilote américain a une confiance suffisante pour pouvoir se laisser catapulter sans avoir de connaissances particulières de la marine française. Le langage visuel est le même. Le F-18 quitte le sol français, sans aucun problème. Le signal qui est envoyé, c'est que marine américaine et marine française progressent ensemble, donc pour une plus grande interopérabilité entre elles. Donc il y a un message d'une plus grande capacité à agir, en particulier dans ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire dans les opérations avec une intensité élevée. Sur le Charles de Gaulle, on se félicite, et Claude aussi. On a fait apponter des F-18 sur le porte-avions, ouais, ça c'est une fierté. Et expliquer ça à la famille, c'est pas toujours évident. Leur dire vraiment ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il fait papa, pourquoi il s'absente tout ce temps-là. Elle pense que le Charles de Gaulle, c'est le bateau à papa. Elle pense que je suis le commandant du Charles de Gaulle. Quand elle voit le Charles de Gaulle à la télé, elle dit c'est le bateau à papa. Donc ouais. Pour la famille, c'est une fierté. La journée se termine. Les routes des porte-avions se séparent. Le Charles de Gaulle file lui vers le détroit de Gibraltar et l'océan Atlantique. Sur la passerelle de navigation, on ne relâche jamais la pression. T'es venu au combien là, Charlotte? 260 pour couper dans le virage, prendre de l'avance. C'est de là qu'on dirige la navigation du bateau, c'est là qu'on dirige le bateau grâce à sa barre et à ses machines, via l'officier chef de quart qui est ici au centre et qui me représente 24 heures sur 24. Lui, c'est Sidney, 26 ans. Il est quartier-maître de première classe. Et c'est avec ce mini joystick qu'il pilote cet immense navire de 42 000 tonnes. Je suis à la barre du bâtiment, donc il faut faire attention aux angles de barre qu'on met justement, pour justement éviter d'avoir des problèmes de collision avec d'autres bâtiments. Il peut y avoir différents problèmes comme une avarie de barre, c'est-à-dire que la barre ne répond plus en passerelle. Et du coup, il faut investiguer au plus vite pour éviter justement d'aller s'échouer ou de rentrer en collision avec un autre bâtiment. Il y a toujours une légère tension, parce qu'il y a quand même quasiment 2000 marins derrière nous qui nous font confiance alors qu'on pilote avec un simple joystick. Donc c'est un honneur de piloter ce bâtiment-là, quoi.
Ça se passe comment la barre du porte-avions là? C'est votre combienième passage au Gibraltar? Je dirais le 5e. 5e, ouais, pas mal. Vous arrivez d'où vous? Et pourquoi qu'est-ce que vous faites ici là? Vous voulez voir un peu la lumière? Oui, toujours. Regarde ça comme ça. Bon, l'ambiance, ça va, ça vous plaît? Oui, très bien. Ça va? Oui, très bonne ambiance. Les marins du Sud vous ont pas fait un mauvais accueil? Bon, y a pas mal de Bretons quand même chez nous. Ça Hein. taquine un petit peu, mais D'accord. caractère breton serait... C'est bien. Là, c'est une journée des hélicos là aujourd'hui. C'est intéressant de voir une personne qui, même si elle est à un haut niveau de responsabilité, reste humaine et proche de ses hommes. La nuit va être longue. Avant d'entrer dans l'océan Atlantique, il reste un obstacle de taille à franchir. On est en train de franchir le détroit de Gibraltar, un des points de passage obligés pour le trafic mondial. C'est un goulot d'étranglement. La vitesse de croisière du Charles de Gaulle est normalement de 27 nœuds marins, soit 50 km/h. Pourtant, le navire, avec des équipes renforcées, va mettre une nuit à traverser le détroit. Le seul passage entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique fait à peine 14 km de large. C'est la voie maritime la plus utilisée au monde après la Manche. Il est franchi par plus de 300 bateaux par jour. Des cargos, mais aussi des paquebots de croisière. C'est un passage extrêmement délicat. Et puis comme on est près des côtes, il y a une sensibilité particulière à ce qui peut se produire. Le bateau devient plus vulnérable, donc on est plus attentif à ce qui peut se passer autour de nous. Une nuit sous haute tension pour rejoindre l'océan Atlantique. Une première depuis 10 ans. Objectif, travailler main dans la main avec les autres pays européens comme le Portugal, l'Allemagne ou la Belgique. Autre ambiance ce matin. Il n'y a pas de week-end sur un porte-avions en opération. Mais tous les 12 jours, en moyenne, il y a le No-Fly Day. Aucun avion ne décollera ni n'appontera aujourd'hui sur le Charles de Gaulle. L'équipage prend possession du pont d'envol déserté par les avions pour s'adonner au footing et autres activités de plein air. La mission de ce bateau, c'est de faire voler des avions et pouvoir les faire voler. Il faut consacrer un peu de temps à la maintenance, donc ça permet de régénérer le bateau pour continuer les opérations. Et puis la deuxième vocation, c'est de régénérer l'équipage. L'équipage, il a besoin de durer, et pour durer, on a besoin de lui donner un peu de repos. Donc ce matin, les gens ont pu dormir un peu, peuvent prendre l'air sur le pont. Vous avez vu, on ne peut pas facilement forcément prendre l'air tous les jours, donc ça leur permet de régénérer leurs forces. Un luxe pour des marins confinés le plus souvent dans le ventre du monstre d'acier et qui ne voient finalement que très rarement la lumière naturelle. Mais pendant que certains se font plaisir, d'autres sont quand même de corvée. Ça frotte, ça brique. Et même Claude, le chien jaune, s'y met. No Fly Day ne rime pas avec No Work Day. Hein. On nettoie la ligne d'axe pour faciliter l'appontage des pilotes. Plus belle est la ligne d'axe, plus beau sera l'appontage, quoi, en clair. L'ambiance est plutôt bonne, les gens se relâchent, ils se détendent un peu plus, ils oublient un peu le fait d'être sur un porte-avions, on est plus ambiance collègue. Donc il y a un peu d'excitation, on cherche un peu de réconfort, on se dit les choses qu'on ne se dit pas forcément sur le pont. Ça recharge un peu les batteries, on fait redescendre la pression du pont quotidien, la concentration, le fait qu'il y ait une hiérarchie. Là, tout le monde se détend, on est un peu égal à égal, on se permet de se tutoyer. Ben là, le fait de voir le Pacha courir sous le pont, c'est même pas forcé. C'est un Pacha assez proche de l'équipage. Il n'hésite pas à se balader dans les services et à voir comment on bosse, prendre la température de chaque service. Donc non, ça il le fait naturellement. Hein. Il en profite. Oui, après il fait son sport aussi. Hein. Il a besoin de se détendre lui aussi. Hein. Ça montre que le Pacha est proche de ses troupes et qu'il n'est pas que dans son bureau à rendre de compte à sa hiérarchie. Non, ça fait plaisir. Même si les jours de No Fly Day sont visiblement plus décontractés, la hiérarchie fonctionne toujours. Et Claude sait se faire respecter. Là, ici, commence à racler ça, tout ça. Là. Tiens, tu racles. Allez, c'est parti. Allez, sois pas timide, c'est parti. Le but, c'est de tout pousser vers l'ascenseur.
On rend le pont propre. Plus vite c'est fait, plus vite on va se reposer et chacun va retourner à ses occupations. Voilà. Le quartier maître de première classe, Sydney, lui, en profite pour laver son linge. Direction la buanderie. Bonjour. Salut, tu vas bien? Ça va et vous? Ouais, super. Je viens de te déposer le linge de Charlie 110 du poste. Oui, dès qu'on vous appelle, vous venez récupérer. D'accord, ok. Voilà. Bah, merci bien. Au revoir. Bonne journée. On le sait, dans la marine, on aime que les choses soient toujours impeccables. La buanderie est un poste indispensable du bateau. Elle fonctionne 24 heures sur 24. Donc sur le porte-avions, on lave le linge pour 1900 personnes. Donc par jour, on va dire on a peut-être 300 personnes par jour. Chaque jour, 80 machines tournent à plein régime et lavent 38 tonnes de linge par semaine. Là, nous sommes dans le local sèche-linge. Nous avons 5 machines industrielles qui traitent tous les jours le linge du marin. Voilà, qui le sèche bien convenablement. Une quinzaine de marins sont préposés à la buanderie pour que l'ensemble du personnel navigant soit toujours tiré à 4 épingles. Bonjour, c'est la feuille. Merci beaucoup. Fred, le fusilier marin, est originaire de Tahiti. S'il aime la culture de ses ancêtres, c'est aussi pour la partager avec ses collègues sur le navire. C'est aussi ça le No Fly Day. Fred, aujourd'hui, a troqué son fusil d'assaut pour un ukulélé. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. 2-3 petites notes à revoir, mais c'est pas mal. Ça fait plaisir, ça. Ouais, ça c'est bien. On va garder ça. Allez, on reprend. Au deuxième, hein, au deuxième, on part. Sur le porte-avions, beaucoup de marins sont issus de Polynésie française et d'autres îles du Pacifique. Ils aiment se retrouver pour faire le haka, une danse chantée, un rituel d'ordinaire pratiqué par les Maoris. Objectif, impressionner l'ennemi ou l'adversaire. En fait, aujourd'hui, comme c'est une journée No Fly Day, on danse sur les stands des ukulélés et les danses de haka et tout. Et c'est pour ça que la plupart ici, ils viennent un peu des îles, en Polynésie et tout. Et on a même, pas forcément que des Polynésiens, on a des personnes de la métropole et tout qui sont avec nous. On se mélange, on accepte tout le monde peut venir. Il y en a, ils savent jouer au kamaka, ils viennent. Ceux qui savent danser, ils viennent danser. On a des gens de la métropole qui dansent aussi avec nous, qui font la culture, le haka. Et ça fait plaisir de faire partager notre culture avec tout le monde. Ça me fait penser à mon chez-moi, bien sûr. C'est à la famille spécialement, hein, et aussi à nos origines, nos cultures qu'on a en Polynésie. Voilà. Je suis pas rentré depuis 2 ans déjà. Et grâce à ça, ça me fait un peu penser à mon chez-moi et comme si c'était à côté de moi, quoi. Même si c'est à 22 000 km. Mon île, elle est à 22 000 km de moi. Mais avec tous les Polynésiens qui sont là, ça fait oublier un peu cette distance. Voilà. Merci à Jérémy. Et pour finir la journée en beauté, le hangar va devenir une immense salle de projection. On déplace les avions, on installe un immense écran, tout le monde prend place, même le pacha s'installe avec ses troupes. Au programme ce soir, une vraie surprise. En avant-première française, un film sur l'homme qui a donné son nom au porte-avions, De Gaulle, avec Lambert Wilson.
Ce matin, le porte-avions est arrivé en face des côtes du Portugal. La force française a été rejointe par 4 alliés européens. L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. En Atlantique, pour la première fois depuis 10 ans, le groupe aéronaval entre dans une nouvelle phase opérationnelle. Objectif, améliorer la collaboration avec les alliés. Et comme un rituel immuable, la journée commence par le point météo, auquel participe l'état-major et qui va rythmer les opérations. Bien, bonjour à tous, on va commencer par le briefing météo. Maître, on vous écoute. Commandant, donc au niveau de la situation générale, ce matin, essentiellement des nuages bas présents sur notre zone avec des plafonds qui se sont échelonnés aux alentours de 500 pieds ce matin avec des phénomènes de bruine. On retrouvera une mer qui restera agitée avec une hauteur de mer et une houle de nord-ouest pour environ 2 mètres. Merci. Donc vent contraire au PIM et puis toujours un peu de houle. La connaissance parfaite de la météo est essentielle pour la capacité des avions à être catapultés. Le lieutenant de vaisseau, Félix, est l'un des 2 pilotes du Hawkeye, l'avion radar. Il a 31 ans et au compteur, 58 missions à bord du porte-avions. Le briefing avec son équipe est capital. Attention, langage codé. On a donc notre Capadex, 4 avions et les 4 kimonos qui vont faire du canon. Il y aura Gringo qui décollera plus tard pour une Texaco. Donc on va passer dans le fight potentiellement pour aller chercher nos terrains de déroutement. On a compris qu'il s'agissait de combat. Alors, avant toute chose, c'est la sécurité des hommes qui est en jeu. Que faire en cas de manque d'oxygène et de crash? Hypoxie, à tout niveau ça peut arriver. On est vigilant, on se protège, on tape sur l'épaule de son voisin. Ditch, bail-out, ça sera standard. Ça peut cacher quelque chose de plus grave aujourd'hui. Si jamais la porte n'est pas ouverte, c'est poignée droite, fil à gauche et un coup de pied dans la porte. Il est l'heure d'enfiler sa tenue. C'est le harnais qui nous connecte avec le parachute qui se trouve dans l'avion. Il est directement sur notre siège. Par dessous, moi j'ai une combinaison étanche qui me permet d'augmenter ma survivabilité si jamais je m'abîme en mer. On porte tous la même. Par-dessus, c'est une veste qui comporte tout notre équipement de survie. Donc on a une bouteille à oxygène pour nous permettre de rester plus longtemps sous l'eau en cas d'amérissage. Comme ça, on peut rester bloqué dans l'avion pendant 3 minutes sans respirer. Le casque, je terminerai par ça parce que sinon j'entends plus ce qui se dit dehors. C'est parti. À ce moment, le pilote est déjà à 100% dans sa mission. Major, ça va? Il doit encore récupérer les autorisations de vol. La température de la soute à combustion. Un arrosage commencé va être réalisé. Ainsi que la dernière feuille d'entretien de son avion. Julien, ça va? Johnny n'est pas passé encore? Non, pas encore. Ok, super. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'avion? La VUHF 600i. Ouais. Ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas ou juste qu'on ne doit pas l'utiliser? On peut l'utiliser. Ok. Ouais, il n'y a pas besoin de faire de Voltec parce que vous n'avez rien changé. On n'a pas touché. Pas touché aux commandes, ça marche. Le commandant de bord va venir signer cette feuille et on lui remet ensuite le cahier. Il part à l'avion avec le cahier et ça veut dire qu'il a pris à sa charge la responsabilité de l'appareil. Sur le pont, les techniciens font les derniers ajustements. Problème, non seulement la houle ne se calme pas, mais s'intensifie. Le Hawkeye est tout de même prêt à voler. Sur la passerelle de navigation, le commandant et l'officier d'appontage sont inquiets. Y a-t-il des risques à faire catapulter l'avion radar? Chaque paramètre a son importance pour sécuriser le vol. Donc en termes de vent, on ne s'attend pas de bonification. Il n'y a pas d'évolution a priori attendue. Je vais voir si on peut gagner un peu d'orientation sud pour être plus travers ou l'arrière du travers. Le problème c'est que si on corrige, on va se rapprocher, on va diminuer l'incidence sur la houle. Et on va aggraver le phénomène. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une houle, la houle de l'Atlantique, qui retient notre attention. C'est le tangage, qui est le principal paramètre à prendre en compte. Et en général, c'est ce qui me rappelle. Quand on a un paramètre qui est en limite, il faut vérifier qu'on ait de la marge sur les autres. Et si on a tous les paramètres qui sont en limite, il faut être capable d'analyser, de se redonner un peu de marge sur d'autres paramètres. Le Hawkeye n'a pas encore déployé ses ailes. Cyril, le technicien aéronautique, supervise les derniers checks de l'avion.
Sur le pont, la tension est palpable. Le doute n'existe pas dans l'aéronautique. Donc cette étape-là, c'est forcément une montée de stress, parce que là, forcément, la machine va se mettre en route. Donc c'est un des avions les plus dangereux qu'on a sur le porte-avions, parce que forcément, il y a 2 hélices. Avec la fatigue, ça fait un petit moment qu'on est en mer, donc on reste toujours vigilant. L'accident est vite arrivé. Et si l'accident arrive, ça pardonne pas. Félix entre en scène. Lui aussi va devoir vérifier à nouveau tout ce qui a été déjà vérifié plusieurs fois. À ce moment précis, un mélange d'excitation, d'appréhension et surtout de concentration. Un seul credo, tout prévoir et ne jamais se faire surprendre. Là, je vérifie les différents composants de mon avion. Donc là, je viens de vérifier que la porte est bien fermée. Vérifier que tous les capots sont bien fermés. Qu'il n'y ait pas de vis qui soient mal serrés. L'état général du pneu est bien serré. On ne fait pas leur travail, mais on vérifie juste un état général. Il ne peut pas y avoir de jeu. On inspecte les surfaces, on vérifie qu'il n'y ait pas eu un impact pendant, on ne sait pas, la nuit ou pendant la mise en œuvre. Et on vérifie qu'il n'y ait pas d'hydraulique cool. Le porte-avions trace sa route. Il ne doit jamais s'arrêter. Catapulter le Hawkeye ou pas? Jusqu'au dernier moment, la question se pose à la passerelle de navigation. Où on les envoie au risque et au retour, ben si ça bouge trop, même malheureusement à 07, 08, je les renvoie. Tu les renvoies. Et puis bah, on fait ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ou alors on les envoie pas. La décision est prise. Le Hawkeye ne volera pas ce matin, trop dangereux. Je vais aller leur expliquer pourquoi, et ça a été fait si tardivement. Ils veulent prendre 0 risque. Tout ce qui est lié à l'aéronautique, de toute façon, c'est 0 risque. Donc, s'il y a le moindre problème, on préfère annuler. C'est dommage, mais ça fait partie du boulot aussi. On doit savoir se reconfigurer et voilà. Félix vient d'apprendre l'annulation de son vol, forcément déçu. Alors, capitaine, ce petit vol? Ouais, bah non, te moque pas de moi. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est à cause de la météo, on nous a pas communiqué les raisons de l'annulation. Ils attendent toujours le dernier moment, mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de vent, mais c'est la différence avec la Méditerranée. C'est qu'ici, les trains de houle, tu vois, ils sont super longs. Ça se voit là, il y a un train qui arrive. Bon, en tout cas, rien de technique, ça venait pas de nous. Non, on n'a rien constaté. Ok, bon bah tant mieux. Tant mieux. Je suis désolé, vous avez bien préparé la machine. Ouais, c'est les aléas, on sait se reconfigurer, on a l'habitude. Bon, de toute façon, on remet ça ce soir et puis on verra bien comment ça va. Je crois que ça va peut-être être Johnny et moi. D'accord, ok. Ok, bah moi j'y serai aussi, pas de souci. Ça marche. Allez, bon, bonne soirée, bon débriefing alors. Merci. Retour à la case départ pour Félix. Néanmoins, il va rester concentré sur sa mission. Il est susceptible de devoir redécoller à n'importe quel moment. Il vous reste pas un petit Perrier, les gars? Vous régalez, merci. Ça, c'est ce qu'on appelle l'office aviaire. C'est un endroit où les équipages peuvent venir, on va dire, boire un café. Sans ça, on serait obligé d'attendre à chaque fois les repas. Et vu que les vols sont souvent sur les heures de repas, on a des engagés volontaires qui sont là pour nous assister, on va dire, dans ces préparations. Merci, messieurs. Essentiel à notre mission. Avec plaisir. Sans vous, on n'irait pas loin et pas longtemps. Voilà. En attendant que les conditions météo soient de nouveau favorables, le lieutenant de vaisseau Félix va optimiser son temps libre. Direction la salle de sport. Une excellente condition physique est la condition sine qua non de son métier. Aujourd'hui, Félix va travailler les muscles du dos, très sollicités dans l'avion. Voilà. J'ai bien dosé. Ils doivent beaucoup travailler en force, parce qu'ils sont soumis à beaucoup de contraintes dans l'avion, que ce soit à l'appontage ou que ce soit au catapultage.
Donc beaucoup, je dirais beaucoup de travail de force. 20 ou 18? Allez, 18, allez. 18 si je trouve que c'est trop facile. Allez, voilà, ici, et tu montes. Allez, monte et colle. Allez, voilà. Allez, 3. Encore une. Allez, déroulé. Allez, bon. Je pense qu'on pourrait effectuer notre métier sans avoir des séances spécifiques. Le problème, c'est qu'on nous demande de durer dans le temps. Donc c'est pas uniquement les 5h30 du vol qui comptent, c'est une carrière d'une quinzaine d'années. Et rapidement, dans nos aéronefs, on finit par avoir des lombalgies, des cervicalgies, on a mal au dos tout bêtement. Et dans notre profession, ça peut être rédhibitoire parce que si on est mal installé, on a du mal à piloter. Allez, 8. 9. Allez. Ok, super. Nickel. Le porte-avions, lui, continue de tracer sa route. Sur le pont, le Hawkeye est toujours prêt à se faire catapulter. Sur la passerelle de navigation, on n'a pas lâché l'affaire. Le commandant du navire et l'officier d'appontage semblent cette fois-ci un peu plus optimistes. On la prend légèrement sur l'arrière, la houle. Là. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau du tangage. Le tangage, on est pas mal. Ouais. Le vent, on est pas mal. On a un petit... Oui. Pour le coup, par rapport à une piste civile, on est plus court, donc il y a des choses qui sont plus compliquées à gérer. Mais l'avantage, c'est que contrairement au terrain civil, on peut se positionner là où on veut pour chercher les meilleures conditions. Si sur votre terrain, vous avez des orages, vous avez du vent traversier, vous ne pouvez pas forcément le mettre en œuvre vos avions depuis ce terrain. Ici, depuis le bateau, on va se positionner là où les conditions nous permettent de mettre en œuvre l'aviation, en cherchant à optimiser tout ça pour pouvoir agir, quelles que soient les conditions de météo. Le porte-avions se positionne donc au mieux. Félix a déjà été prévenu et vient d'embarquer à bord de son avion. Toutes les conditions semblent optimales au catapultage. C'est en 75 mètres. C'est un moment où on passe de 0 km/h à 240 km/h. Ça dure 3 secondes. Si on a une pièce qui a été mal posée ou quelque chose comme ça, l'issue peut être fatale. Et donc on se repose sur toute cette chaîne, que ce soit nos techniciens, les ponts d'envol et hangars, les personnels des catapultes, qui nous assurent qu'on va sortir du pont à la bonne vitesse et aujourd'hui pour des conditions de mer comme celle-ci, qu'on soit bien catapulté à un moment où le pont est stable et non pas vers le bas. En passerelle, la concentration est visible sur tous les visages. La décision a été prise, le Hawkeye va voler, même si la situation météo reste tendue. Bon, moi je pense que de toute façon il y a des grands garçons dans les avions. Le Hawkeye c'est bon pour toi? Oui. Et ce sera plus sensible. Hein. Ouais. Mais... Ok. On prend des risques tous les jours, on prend des risques énormes tous les jours. L'enjeu c'est de contrôler les risques et on fait en sorte que ce soit fiable. Aile déployée, à bord, tout est prêt. Le compte à rebours a commencé. Le Hawkeye a pris son envol et va pouvoir commencer à remplir sa mission de surveillance en mer. Un vol d'1 heure à peine, lors duquel l'avion radar sera capable de détecter et de pister toutes les cibles aériennes dans un rayon d'environ 500 km. Chaque fois que le porte-avions part, on part, parce qu'on est ses yeux, on sait que si on n'est pas là, il ne sera pas à 100% de ses capacités. Le Hawkeye E2C, c'est un avion américain qui a été conçu pendant la guerre froide. C'était initialement conçu pour détecter des vagues de chasseurs ou de bombardiers soviétiques. Donc il fallait pouvoir être mis en œuvre rapidement depuis le porte-avions et monter à une altitude de 8 km pour pouvoir voir loin et ensuite reporter des appareils ennemis à la force. Mais le plus dangereux avec le Hawkeye, c'est l'appontage. Nous préparer à apponter sur le Charles de Gaulle, c'est jamais anodin. L'appontage est toujours une manœuvre qui est périlleuse. On s'entraîne pendant des années pour arriver à bord du porte-avions Charles de Gaulle.
Un pilote de ligne sur son avion avec un système qui va l'aider n'aura pas grand-chose à faire jusqu'au toucher des roues. Nous, surtout sur cet appareil qui est le Hawkeye, on est tout à la main et le bateau se déplace un tout petit peu et chez nous, ça va demander des grandes corrections. Le Hawkeye est moins maniable et plus lourd qu'un Rafale. Son approche est déterminante. Le bateau, donc on est en Atlantique, a pas mal de mouvements, donc il bouge à droite, à gauche et en haut, en bas. Donc c'était pas très simple de bien garder l'alignement. Et voilà, c'est pour ça que les officiers d'appontage m'ont renvoyé, m'ont donné des wave-off pour que je me représente de manière plus propre. Deuxième tentative. Avorté aussi. Si, comme aujourd'hui, c'est difficile et qu'on sent qu'on aurait pu être meilleur, on a quelques regrets, on va dire. C'est vrai qu'on doute un peu de ses capacités, mais il ne faut pas douter. Normalement, je sais faire, même si parfois il y a des jours où la dextérité n'est pas là. Je sais que normalement, je suis capable d'arriver dans une bonne fenêtre et que l'officier d'appontage saura m'amener jusque dans les brins. Ce jour-là, le troisième essai sera le bon. Tous les avions sont rentrés à bon port et bien garés sur le pont d'envol. Il est l'heure pour les marins de regagner leur cabine. Après une journée bien remplie, on retrouve Claude, le directeur chien jaune. Il ne vit pas seul. Il partage sa chambre avec le second maître Axel, qui assure la même fonction que lui. Pas toujours facile la vie à deux dans cet espace exigu. C'est pas évident, on vit dans 20 mètres carrés, les moments d'intimité, il y en a très peu. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de sport, histoire de se retrouver un peu seul des fois. On s'est habitué à notre petit espace, à notre petit évier. On fait tout pour que ça se passe bien. Après, on n'a pas tous le même caractère, on s'adapte. Il y a des choses qu'on laisse passer, des choses qu'on laisse pas passer. Nous, on se connaît depuis quoi? Depuis juillet, depuis 6 mois. Lui, il a 13 ans, plus de 14 ans de marine, si je ne dis pas de bêtises. Écoute, l'ambiance se passe bien, après c'est un bout en train, lui, donc on rigole bien, toujours des blagues à faire. Après, on va pas se mentir, des fois c'est tendu, on se parle pas. Mais voilà, on évite les tensions, donc on se met à l'écart, on laisse l'orage passer, et ensuite, et puis voilà. Demain, le porte-avions arrivera à Brest après 2 mois en mer. Mais ce qui manque le plus aux marins sur ce navire, c'est la famille. On a nos photos qu'on accroche là dans notre partie vraiment intime, où des fois ça nous fait du bien, des fois ça nous attriste parce qu'on aimerait être auprès d'eux. Mais c'est comme ça, comme généralement on est tous pères de famille. Et donc quand il y en a un qui va pas bien, on connaît déjà le ressenti de la personne, donc on va pouvoir plus facilement l'épauler. Donc rien que déjà d'en parler, ça me fait penser, donc ouais, vous allez me faire chialer, Fadin. Il n'y a pas d'heure sur le Charles de Gaulle. Alors cette lumière rouge indique qu'il fait nuit dehors. Les silhouettes se font rares, sauf aux cabines téléphoniques où l'on retrouve le quartier maître Ophélie. Les marins ont le droit à un coup de téléphone gratuit par jour. Ouais, c'était pas évident, en plus on se lève à 6h, donc c'est vite difficile. Donc vivement l'escale, elle est courte, mais je pense qu'elle va être très reposante quand même. Les gens vont beaucoup dormir. J'espère que vous allez pouvoir souffler quand même un peu. Ouais, c'est clair. Allez, bisous maman, je t'aime. Et puis on se rappelle demain, bisous, je t'aime, bisous, bisous. Avoir des nouvelles de la famille, ça fait toujours du bien, c'est le moment de repos en fait, c'est ce qui nous redonne un petit coup de boost quand ça va pas. Entendre la voix de la famille, ça fait du bien. Et des nouvelles, de bonnes nouvelles. Je pense que je vais faire comme tout le monde, je vais pleurer quand je vais les voir, mais bon, c'est pas grave. On dirait que c'est la fatigue. Ça va aller. Il y a ceux qui vont dormir
et ceux qui bossent toujours. Le porte-avions est comme une ruche qui ne s'arrête jamais. Lascar 40, 259 vers 330 vers 5000 pieds. Chez toi, t'as descendu 45. Gauche, 350 maintenant. 350. Il est 22h, des avions rentrent encore de mission. Mais de nuit, la tâche est encore plus rude. Par beau temps, les pilotes reviennent en autonome. Et par mauvais temps et de nuit, on fait du guidage. En fait, à partir du moment où les avions sont en retour de mission, là, ils sont pris en guidage et tout est sous contrôle de la descente jusque le miroir d'appontage. Damo 2, on vous présente pour un Charlie à 21h32 pour guidage radar, volé au cap 190. On vole au cap 190, on est stable en 11 000 pieds 1022. Et reçu Damo 2, je vous rappelle pour la descente. C'est le pont bleu Fox Echo maintenant à 1023. Les pilotes, et notamment ceux du Hawkeye, vont apponter à l'aveugle, uniquement grâce aux ordres du contrôleur aérien. Ça passe que par l'intermédiaire de la voix. Une voix calme et douce permet de stabiliser tout le monde. Le stress ne monte pas ni de la part du contrôleur, ni de la part du pilote. Damo 2, top 10 nautique. C'est bon. Damo 2 à gauche au cap 010. 010 le gauche 010. Début de descente 345. Légèrement gauche. 338. 900 pieds, top. À gauche. 342 le cap. Non, d'abord. Le stress est là. Effectivement, quand on peut récupérer 10 avions, c'est pas anodin. La manœuvre est un peu technique. On ne pense pas à la vie du pilote tout le temps, sinon on ne pourrait pas faire ce métier-là. Cette fois-ci, tout le monde est rentré à bord. Il faut aller dormir. Demain, le porte-avions arrivera à Brest après 2 mois en mer. Aujourd'hui, le commandant ne lâchera pas ses jumelles. Les terres bretonnes sont en vue après 2 mois en mer. Cela fait presque 10 ans, jour pour jour, que le Charles, comme on l'appelle ici, n'avait pas fait escale à Brest. Son retour au port qu'il a vu naître est toujours un événement. Mais le passage du Goulet reste une dernière épreuve de taille avant d'entrer dans la rade. T'es pas rouge et noir là, ma gare, elle est un peu... La voiture a un peu vieilli, hein. Tu mettras un grand coup de sirène au milieu là? Au loin, il y a comme un air de fête pour les nombreuses familles et touristes venus accueillir le monstre. Sur la passerelle de navigation, l'ambiance est différente. Le port de Brest est situé au carrefour de grands courants maritimes. Nombreux sont les bancs qui prolongent le relief escarpé de la côte. Et pour parfaire le tout, la rade de Brest est peu profonde, 36 mètres au maximum. Alors le porte-avions va avoir besoin d'aide. Ils envoient leurs remorques, de toute façon, c'est ce qu'on a briefé à nos plages. Ce sera leur remorque. Okay. Et nous, on aura des remorques de secours si jamais ça pète. D'accord. Alors, ce que je peux faire, moi, c'est forcer sur celui qui est en arrière. Ouais. Comme ça, il va aider à casser la vitesse. Et même vous, si vous avez encore de la puissance en avant, ça va nous aider assez vite. On aura un point d'appui. Ça va donner un point d'appui pour tourner. Ouais. On gère le longitudinal, vous gérez le latéral. Et s'il y a un problème, le fraîcheur arrière est prêt à casser. Parce que le danger, c'est de venir taper ici. Les remorqueurs entrent en scène. Les conditions météo sont bonnes et la manœuvre se présente sous les meilleurs auspices. Malgré cela, le porte-avions reste toujours un navire sensible en raison de ses 2 chaufferies nucléaires. Un premier remorqueur de 50 tonnes de traction vient crocher en flèche arrière. Son alter ego se positionne à l'avant. Une grosse partie du travail repose sur la relation humaine et la confiance entre les hommes. Oui. Allez, c'est parti. Allez, on reprend les gars. Tu stoppes bâbord. Bâbord stop, tribord avant 2. Allez, mets un coup de bâbord avant aussi, dès que c'est stoppé. Prends pas trop de vitesse, ouais. Tribord avant 2. Entretiens ton taux de gération, ouais. Tu peux regarder parce que tu vas perdre de la vitesse en pivotant avec le remorqueur. C'est parti.
Le porte-avions est désormais aux mains des remorqueurs qui doivent sans cesse se repositionner pour mettre le navire dans un axe optimal. Nous, les machines sont neutres. Vous essayez de nous équilibrer pour contrer le courant avec les moyens pour nous axer comme il faut. Il faut l'immobiliser, quoi. Okay, pour qu'on arrive à tenir le bateau. Allez, remorqueurs, vous venez tous pareil à pousser sur bâbord là. Ça vient, hein. Ça vient fort. Là. Autre écueil de taille, anticiper la route des autres bateaux, nombreux ici en rade de Brest. Le danger est partout. Bâbord et régulière avant 2. Bien. Bâbord et régulière arrière 2. Bien. Plus de 4 heures et la présence d'une soixantaine d'hommes concernés par la manœuvre seront nécessaires à cet accostage. Les machines sont régulières avant 0. Plus que quelques mètres et c'est la délivrance. Bravo l'embarras. C'est pas facile, hein? On est bon pour la suite. C'est pas facile. Disposer d'un porte-avions est essentiel pour une puissance comme la France qui joue les premiers rôles et fait valoir ses intérêts sur la scène internationale. Ces 42 000 tonnes de diplomatie seront opérationnelles jusqu'en 2040, date à laquelle le Charles de Gaulle aura un successeur. D'ici là, le porte-avions rejoindra Toulon, son port d'attache, en attendant sa nouvelle mission.